écoutez Europe 1, il est 8h15 en France et 15h15 à Pékin. Matinale spéciale climat depuis 6h ce matin sur Europe 1. Jean-Pierre Elkabbach, l'interview politique. Vous recevez à présent en direct le chef de l'État, François Hollande. Nous recevons, c'est votre deuxième visite d'État en Chine en 2 ans. Vous prenez goût à la Chine. En tout cas, bienvenue, Monsieur le Président de la République. Et dans les studios d'Europe 1 à Pékin, François Hollande, bonjour, merci d'être là. Bonjour Jean-Pierre Elkabbach, bonjour Thomas Soto. Après vos entretiens de Pékin, est-ce qu'on peut dire que le succès de Paris Climat est probable ou possible ? Il est possible, il n'est pas certain. Mais ce que je voulais à travers cette visite d'État avec le président chinois, c'était de mettre toutes les conditions de notre côté, c'est-à-dire du côté de la planète. Et elles sont mises de votre côté, elles sont en place, parce que j'ai entendu le président Xi Jinping hier, il est optimiste, il soutient la France, il va même venir 48 heures. Mais est-ce que ça suffit ? Est-ce que les promesses suffisent ? La Chine, c'est le premier émetteur de gaz à effet de serre. C'est la deuxième économie du monde. C'est un pays, un grand pays émergent qui entraîne d'autres pays. Et la Chine a pris 2 engagements majeurs. Le premier, c'est de se mettre au niveau de la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, de prendre toutes les obligations que nous nous sommes nous-mêmes imposées. Et deuxièmement, d'accepter que tous les 5 ans, nous puissions revenir sur ces engagements pour être bien sûrs que nous n'aurons pas plus de 2 degrés de réchauffement de la planète d'ici la fin du siècle. Et c'était ce point-là qui me paraissait déterminant. Et ils sont d'accord ? Non seulement il est d'accord, mais il l'a signé. Et ça me permettra de faire l'accord de Paris sur cette base-là. Je ne veux pas simplement qu'il y ait des engagements de chaque pays qui, lorsqu'ils sont additionnés les uns les autres, font que la planète se réchauffe de plus de 3 degrés, ce qui serait insupportable. Mais donc, les 2 degrés prévus pour l'accord sont possibles, mais ne sont pas au rendez-vous de décembre. Non, ils ne pourront l'être que s'il y a ce mécanisme de révision, c'est-à-dire que chacun comprenne bien, tous les 5 ans, le monde aura rendez-vous avec lui-même et vérifiera si d'abord les obligations ont été respectées et si on ne doit pas les renforcer. Donc la Chine était essentielle. Mais ça ne veut pas dire, vous me posez cette question et vous avez raison, est-ce que c'est parce que la France et la Chine sont d'accord que le monde va être au rendez-vous de ce... D'autant plus que des pays comme les pays producteurs de pétrole ne sont pas là, ou pas encore, ils n'ont pas donné trop de signes. Mais est-ce que ça veut dire que l'échec n'est plus possible ? Le succès, peut-être pas encore, il est possible, pas probable, mais est-ce que l'échec est encore dans cette ère polluée ? Il y a eu échec en 2009. Tout le monde, là aussi, s'était donné rendez-vous et n'a pas réussi, au terme de plus de 10 jours de discussion, à trouver un accord. Vous avez vu ce qui se passe. Vous êtes venu ici en Chine, je vous en remercie. Vous avez vu le degré de pollution, les particules. Ce n'est pas d'ailleurs simplement vrai de Pékin. On peut dire aussi qu'à Paris, il se passe un certain nombre de choses aussi. Alors, oui, l'échec est toujours possible. Mais aujourd'hui, je suis confiant parce que un grand pays, la Chine, nous a soutenus, parce que les États-Unis sont impliqués dans l'accord, parce que des pays aussi divers que des pays du Sud, comme les Africains, que des pays latino-américains sont également d'accord. Mais il y a encore quelques points en suspens. Lesquels ? D'abord, est-ce que l'on va mettre sur la table les financements qui sont attendus par les pays les plus pauvres ? 100 milliards. Par an à partir de 2020. Et on en est où maintenant ? On en est sûr à 65 milliards. On est encore loin du compte. Des promesses jusqu'à 20 milliards de plus, ça fait 85, on n'est pas encore à 100. Or, je veux être tout à fait clair, et je comprends ces pays, les pays les plus pauvres qui ne peuvent pas répondre à leurs obligations, ils ne vont pas eux-mêmes se sacrifier leur croissance, leur développement, parce que nous avons prélevé pendant des années, voire des décennies, sur la planète. Donc ces pays nous disent, si vous mettez des financements, alors nous aurons les capacités de développer nos économies et en plus de faire cette transition énergétique. La France, elle est à 5 milliards d'engagement. La France a mis 5 milliards sur la table à partir de 2020 et la France a également voulu être immédiatement présente dans ce qu'on appelle un fonds vert. C'est un fonds pour aider tout de suite, avant 2020, les pays qui sont les plus pauvres, les plus démunis et qui sont les plus grandes victimes du réchauffement climatique. Une taxe financière à l'échelle de la planète, comme le demandait tout à l'heure Danny Cohn-Bendit, c'est pas possible ou c'est possible ?
c'est un vœu, mais on mettra des années, voire des décennies pour mettre en place cette taxe. Vous savez qu'on a déjà une taxe sur les billets d'avion. Il y a seulement quelques pays donc qui l'ont. Il faut aller plus vite. Donc je pense qu'il faut d'abord demander des contributions à chaque pays et faire que les financements puissent être trouvés. Pas simplement des financements publics d'ailleurs, des financements privés. Car je vais vous donner juste cette expérience. Ce qui m'a frappé en préparant cette conférence, c'est que la prise de conscience des acteurs économiques, des institutions financières, des grands groupes d'assurance, de ceux qui font l'économie, cette prise de conscience, elle est maintenant réelle. Et donc, il faut leur envoyer des signaux. Le signal, c'est qu'il y aura un accord et il sera contraignant. L'autre signal, c'est qu'on puisse intégrer ce qu'on appelle le prix du carbone. C'est-à-dire que quand on pollue, c'est pas une taxe, mais on paye. Il y a un prix du carbone. Et ça permet de changer la nature des investissements. On voit ici, à travers votre voyage, que la Chine s'engage avec sincérité contre la pollution. On voit qu'il y a des mesures drastiques qui sont prises contre l'usage de la voiture, sauf si elle est électrique. La circulation, vous l'avez constaté, elle est alternée, mais elle est alternée chaque jour. Pourquoi en France, la mesure est-elle si difficile à prendre et elle n'est pas prise au sommet, plutôt que de la laisser au maire ? Non, je pense que c'est un bon principe qui a été d'ailleurs posé par le législateur, de dire, non, c'est aux élus, lorsqu'ils sont avertis, et nous avons un certain nombre d'indices qui nous permettent maintenant d'agir, lorsqu'ils sont avertis de prendre cette décision de circulation alternée. C'est ce qui d'ailleurs s'est produit aujourd'hui. Est-ce que vous confirmez votre invitation à Vladimir Poutine ? Est-ce qu'il sera à Paris lui aussi, puisqu'il y en a 80 de chefs d'État qui seront là ? Oui, je lui ai adressé une invitation personnelle parce que il peut y avoir des différences d'approche sur un certain nombre de sujets, mais sur la question du climat, nous devons être tous unis. Tous. Il y a des pays même qui sont en conflit, doivent se rassembler, parce que là, il s'agit non pas de questions qui nous concernent dans 5 ans ou dans 10 ans, mais qui concernent l'humanité tout entière. Alors, François Hollande, la Chine rouge de Mao Tse-tung est en train de devenir la Chine verte de Xi Jinping, que vous connaissez. Mais pourquoi vous faites, vous, du sommet risqué sur le climat, un tel enjeu pour votre propre quinquennat ? Parce que la vie n'est pas sans risque, ne va pas sans risque. Il faut toujours se mettre en risque. Moi, j'aurais pu très bien considérer que cette question du climat, les résultats n'en seront pas connus avant 20 ou 30 ans, de savoir si nous avons bien pris la trajectoire. Mais c'est trop important. Mais qu'est-ce qui vous a converti ou qui vous a converti ? Moi, j'ai reçu tous les plus grands savants au début de mon mandat. Parce que je voulais savoir exactement ce qu'il en était du réchauffement climatique. C'était souvent une thèse. Ce n'est pas une thèse, c'est une réalité. Ils m'ont montré, à travers ce qu'il y a de plus sûr sur le plan scientifique, que nous n'aurons pas 2, 3 ou 4 degrés, mais peut-être 5 degrés à la fin du siècle. Serait la catastrophe. Et donc, c'est des inondations, ce sont des catastrophes, des îles entières qui seront recouvertes, des côtes qui seront débordées, des désertifications. Et donc, la guerre, parce qu'il s'agit de cela, ou des réfugiés, on en parle beaucoup. Le plus grand nombre de réfugiés aujourd'hui qui sont sur les chemins ou les routes dans les pays du Sud ne sont pas provoqués par les guerres, mais provoqués par les aussi sur le climat. Et alors, on va parler de politique étrangère. Quelques mots, parce que vous en avez parlé aussi avec Xi Jinping, et vous l'avez dit vous-même. La conférence de Vienne sur l'avenir politique de la Syrie se passe mal en ce moment. Peut-être que l'Iran est plutôt réfractaire ou récalcitrante. Est-ce qu'elle va continuer ? Et d'autre part, est-ce que la France va poursuivre ses frappes aériennes en Syrie contre Daesh ? Bon, la première question, c'est est-ce qu'il faut continuer le processus qui s'est ouvert à Vienne vendredi dernier ? Ma réponse est oui. Il faut continuer. Je sais qu'il y a des différences très grandes entre l'Iran, l'Arabie Saoudite, un certain nombre de pays, la Turquie par rapport à ce que fait la Russie, mais je considère que c'est le bon processus parce que tout le monde est autour de la table et il faut trouver une sortie politique. Deuxièmement, est-ce que nous allons continuer nos frappes ? Chaque fois que nous avons des informations sur des camps d'entraînement où il y a des djihadistes, des terroristes qui pourraient à un moment ou à un autre menacer notre pays, nous frappons. Je réunirai d'ailleurs dès jeudi un conseil de défense à cette fin. Barack Obama a envoyé au sol des forces spéciales. La France a probablement déjà les siennes sur place. Est-ce qu'elles seront renforcées, les nôtres ? Vous comprendrez bien que sur cette question, je ne vous réponds pas. Le processus politique en Syrie, il est prévu d'organiser une élection présidentielle. Si c'est le cas, est-ce que la France accepte que Bachar el-Assad se présente une nouvelle fois ? Mais ça serait avouer notre incapacité à trouver une solution. Bachar el-Assad, il a, si je puis dire, été réélu avec une élection fictive en 2014. Parce que déjà, les Russes, les Iraniens, voulaient nous entraîner dans cette voie. Elle a été une impasse avec encore plus de guerres et plus de terrorisme. Donc la seule solution, c'est qu'effectivement, à un moment ou un autre, des élections, enfin faut-il encore qu'une sécurité
puisse être rétabli et que Bachar el-Assad ne puisse pas être candidat dans cette élection. Quand des dirigeants politiques français, quand Nicolas Sarkozy, François Fillon, quelques autres rencontrent Vladimir Poutine à Moscou, ou Angela Merkel, ou d'autres chefs d'État, est-ce que vous considérez qu'ils sont dans leur rôle ou qu'ils parasitent votre politique, qu'ils la gênent? Moi, je pense qu'il est toujours souhaitable qu'il y ait des contacts internationaux avec des personnalités françaises. Mais il y a une condition, mais elle est d'ailleurs dans tous les esprits, c'est qu'il faut que ce soit pour conforter la politique de la France. Pas ma politique, la France. L'influence de la France, le rayonnement de la France. Il ne peut pas y avoir d'étalage des divisions à l'extérieur. Nous devons être tous unis parce que nous n'avons qu'un seul pays. Ce pays s'appelle la France. Et quand on vous dit que la République doit cesser de reculer partout, c'est dans l'interview accordée ce matin par Nicolas Sarkozy dans Le Parisien, et qu'il ajoute qu'il dénonce l'affaiblissement de l'État et de l'autorité de l'État. Même si on est ici, vous êtes chef de l'État, qu'est-ce que ça vous fait? Je ne répondrai pas ici à Pékin, justement parce que moi je m'applique des principes. Je m'applique des règles, parce que je suis le premier responsable du pays. Et j'ai encore plus de devoirs que les autres. Par ailleurs, il a tenu ce propos, si j'ai bien compris, dans un journal français. Il n'était pas à Moscou. Cette fois-ci. Xi Jinping décide la réforme et le mouvement sur le temps long. Les Français, François Hollande, ont l'habitude du temps court. Comment on peut réconcilier, si vous pouvez le faire encore, les deux? Et comment? Nous n'avons pas le même système, chacun le sait. Ça, heureusement, dans certains cas. Chacun le sait. Dans certains cas. Mais en même temps, nous devons avoir l'exigence du temps long. Et pour ce qui me concerne, vous évoquiez les risques. Le seul risque qui serait celui, finalement, d'une volonté de perdre nos chances, ce serait d'agir uniquement dans le court terme. Si je suis autant mobilisé sur la conférence sur le climat, si je suis autant concerné par cette question, si je me bats autant pour un accord, pour que Paris puisse être un succès, ce n'est pas pour le temps court, c'est pas pour avoir une dépêche de presse. Pour vous. Non, c'est pas pour avoir une dépêche de presse ou des articles le lendemain. C'est pour que les générations qui nous suivront puissent se dire qu'à Paris, oui, il y avait des autorités, il y avait un président de la République. Pourquoi vous le mettez au passé? Je parle de ceux qui nous regarderont dans 20 ans ou dans 30 ans, ou qui nous observeront, ou qui étudieront cette période, qu'ils puissent se dire que celui qui a gouverné la France, qui a dirigé la France, a pris à ce moment-là ses responsabilités. Pourquoi, François Hollande, vous liez si souvent votre sort, par exemple, au résultat aléatoire d'un sommet sur le climat, tantôt au niveau du chômage? Ça ressemble à la roulette russe. D'abord, faites pas des comparaisons avec d'autres pays. Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de roulette française. Parce que je crois que vous aviez tout à l'heure des spécialistes chinois qui vous ont dit arrêtez les chinoiseries et arrêtez les roulettes russes. Soyez simplement français. Et oui, écoutez, je prends les risques parce que si dans ma position je ne prenais pas de risques, mais à ce moment-là je serais dans le calcul. Dans le calcul, on tombe jamais juste. Oui, mais l'an prochain, on voit bien que la croissance pourrait approcher. Christian Noyer, le directeur, l'ex-patron, le patron de la Banque de France le disait, gouverneur, pourrait approcher 1,8 ou 2%, donc créer des emplois. Alors, si c'est le cas, vous auriez inversé la courbe du chômage, donc rempli les conditions que vous étiez fixées à vous-même pour continuer. Non, moi je ne fais pas les choses pour continuer, je fais les choses pour que les Français vivent mieux. Et notamment pour qu'il y ait moins de demandeurs d'emploi, qu'il y ait plus de jeunes qui puissent avoir espoir. C'est ça ma responsabilité. C'est pas simplement de me dire, parce qu'il y aura 3 statistiques qui donneront un crédit à ma politique, que je pourrais éventuellement prendre une décision. C'est plus grave. Diriger la France, c'est pas simplement se diriger soi-même. C'est déjà pas mal quand on arrive à se diriger soi-même. Mais c'est diriger le pays pour qu'il puisse avancer. Vous me demandiez le temps long. Je prends les décisions. Compétitivité, investissement, croissance, éducation, jeunesse, pour que la France avance vous en tirez pour vous-même. Mais justement, un moment, il ne faut pas s'oublier, mais ce n'est pas le problème. Il faut essayer de prendre des décisions en dehors de son propre intérêt. Oui, mais est-ce que vous avez encore la force? Vous voyez le monde qui s'accélère, vous êtes là en Chine, vous faites beaucoup de voyages. Est-ce que vous avez encore la force de montrer aux Français un chemin, un dessin qui associe par exemple les libertés, les réformes, le social, un destin collectif? Quel est le chemin que je propose? Quelle est l'ambition que je porte? C'est que la France puisse, au terme de ces 5 années qui auront été celles de mon mandat, j'ai pu lui donner toutes les conditions. J'ai pu ou je peux? Non, mais j'ai pu, à ce moment-là, lui donner toutes les conditions
pour qu'elle puisse réussir, pour que les Français puissent réussir. Et le temps long, c'est d'être capable de se dire, je serai jugé sur ce que j'aurais pu faire pour mon pays. La trace, c'est ça. C'est pas simplement un bilan, c'est très important un bilan. Des résultats, c'est indispensable. Mais une ambition. Mais la trace, l'ambition collective, pour que les Français soient plus fiers d'eux-mêmes. Parce que s'il y a un problème que je trouve toujours insupportable, c'est que alors qu'on dit, et vous avez eu cette expérience, tant de bien de la France. Vous avez reçu à vos micros tant de Chinois qui vous ont dit ce qu'ils attendaient de la France, ce qu'ils espéraient de la France. J'étais avec des entreprises qui réussissent sur le plan technologique. Il y a même un des patrons, des entrepreneurs qui disait c'est la France magique et un président magique. Il faut être ici pour entendre ça. Mais oui, exactement. Et il ne s'agit pas de moi, là encore. C'est que les Français doivent avoir davantage confiance en eux-mêmes. Parce qu'ils réussissent partout, là où ils sont les meilleurs. Et ils sont souvent les meilleurs. Ici, sur le plan culturel, ici, sur le plan économique, ici, sur le plan agroalimentaire, nous sommes les meilleurs. François Hollande, Thomas Soto, je suis sûr qu'il a envie de vous poser une question, au moins une question au président Hollande. J'en ai deux. Vous aimez le temps long. On va essayer de ne pas vous en prendre trop du temps. Mais quand même, sur l'environnement, François Hollande, c'est à la fois un problème mondial et un problème au coin de nos rues. Je voudrais vous poser une question sur le diesel. On a l'impression d'un double discours, d'un double langage, d'un double jeu de la France. Mercredi, le représentant français à Bruxelles a voté pour l'augmentation des seuils d'émissions de gaz polluants des diesels. Jeudi, le lendemain, Ségolène Royal, la ministre de l'écologie, s'insurge. On a l'impression d'une comédie. Sur le fond, on laisse les lobbies automobiles gagner et sur la forme, on proteste. Non, nous avons voulu que sur le plan européen, nous resserrions les contraintes. Il y aura plus de contraintes sur les fabricants de diesel. Et il y aura plus de contrôles. Eh bien, c'est ce que nous aurons à mettre en œuvre. Plus de contraintes, plus de contrôles. Et en même temps, je suis responsable d'une grande industrie, l'industrie automobile française. Et je ne vais pas, parce que Volkswagen a manqué à toutes ses obligations, ce n'est pas une entreprise française qui a manqué à sa parole. C'est une entreprise, en l'occurrence Volkswagen. Je ne vais pas mettre en cause les constructeurs français, parce qu'eux, ils sont exemplaires. Et en matière de diesel, nous sommes les meilleurs justement en termes de réduction des émissions de particules. Alors, permettez que la France aussi se défende. Dernière question, est-ce que vous vous souvenez de Lucette, François Hollande ? Oui, je l'ai rencontrée. Voilà, Lorraine à Vendœuvre-les-Nancy, c'était jeudi dernier. C'est donc une retraitée avec qui vous avez pris le café. Et Lucette, elle a parlé après. Alors, elle a expliqué que tout avait été organisé, mis en scène, les fleurs, les thermos de café, les tasses. Elle connaissait les questions à l'avance. Il y en a eu d'autres qu'elle n'a pas eu le droit de vous poser. Est-ce que cela ne met pas un peu d'eau au moulin de ceux qui vous reprochent d'en faire trop et de n'être que dans la communication ? D'abord, cette rencontre, et j'en remercie cette dame parce qu'elle m'a accueilli, c'était une rencontre qui était hors dehors de la presse, sauf pour une toute petite partie. Et moi, je vais continuer à rencontrer autant de compatriotes qu'il est possible de pouvoir, dans ma position, visiter. Et donc, je vais continuer. Pourquoi ? Vous le saurez, vous ne le saurez pas. Parce que c'est très important d'entendre, justement, hors caméra, hors micro, ce que les gens ont dit. Non, mais là, c'est de la mise en scène, François Hollande. Mais vous pensez qu'on va chez une personne sans qu'il y ait des conditions ? Quand je vais chez vous, il y a un certain nombre de conditions. Partout, il y a des conditions. Mais dès lors qu'il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de radio, il y a toujours une franchise. Et moi, je fais confiance à ce qu'est le contact direct. Et on peut me faire beaucoup de reproches, mais sur le contact direct, je sais que les Français savent me trouver. Merci François Hollande d'être venu sur Europe 1 ce matin. Merci Jean-Pierre. Merci à vous. Répondu à cette invitation. Et maintenant, c'est la Corée. Et maintenant, je pars dans quelques heures en Corée. Parce que là aussi, c'est un pays qui connaît une dynamique très forte et qui aime la France. Parce que là aussi, c'est aussi un trait que je retrouve partout dans le monde. Surtout dans les pays qui aiment la France. Merci. Et je vais partout. Merci. C'est pour ça. Merci beaucoup Jean-Pierre Gabache. Merci François Hollande. Merci à vous.